En juin 1986, un accident tragique s'est produit en Espagne. Un camion transportant une citerne d'acide sulfurique pour le compte d'une entreprise pétrochimique locale s'est soudain mis à descendre un col de montagne en accélérant. Suite à la collision, la cargaison d'acide s'est répandue sur la cabine du camion et dans les environs, créant un dangereux nuage toxique. Lorsque les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les corps d'un homme et d'une femme. Mais lorsqu'ils ont commencé à informer leurs proches de la mort du couple, la femme âgée s'est exclamée au téléphone « Et le bébé ? Et le bébé ? S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien ». Malgré les efforts de la police et des secouristes, le corps du petit garçon n'a pas été retrouvé sur le lieu de l'accident. Andrés Martínez Navarro était en déplacement professionnel et son fils Juan Pedro Martínez, 10 ans, l'accompagnait. Le but du voyage était de transporter 20 000 litres d'acide sulfurique de Murcie à la ville de Bilbao pour le compte d'une entreprise pétrochimique locale. Juan Pedro était le seul enfant de la famille, et bien qu'il ait parfois accompagné son père en voyage, un tel voyage était inhabituel, surtout avec un camion-citerne d'acide. À l'école, le garçon avait souvent entendu des histoires sur les verts pâturages du Pays basque et rêvait de les voir de ses propres yeux. Pour réaliser son rêve, Juan Pedro a demandé à son père de partir au Pays basque s'il réussissait bien à l'école. Son père tint sa promesse et décida d'emmener son fils en voyage dès que l'année scolaire serait terminée et que le garçon aurait réussi ses examens. Le 24 juin 1986, jour de la Saint-Jean, est un jour très spécial pour Juan Pedro. Le voyage est un cadeau d'anniversaire pour lui. Andrés et sa famille sont arrivés à Fuentes Alamo dans la voiture de sa sœur et, à 19 heures, ils se sont rendus à Carthagène, où le camion était prêt à partir. À 19 heures, Andrés Martínez Navarro, sa femme Carmen Gómez Legas et leur fils sont montés à bord du camion Volvo F12 et ont entamé le voyage vers Bilbao. En chemin, ils ont fait plusieurs arrêts pour se reposer et se ravitailler. La première a eu lieu au café Venta del Olivo, près de la ville de Chiesa. Ils s'y sont arrêtés pendant une demi-heure. Le deuxième arrêt a eu lieu à Las Pedroñeras, dans une station-service où les travailleurs ont vu toute la famille. Après une pause d'une demi-heure, le camion a repris la route nationale 301. À 3 heures du matin, la famille s'est arrêtée à une station-service de Los Angeles, située à l'entrée de la capitale. Après un arrêt qui a duré 1h13, ils ont poursuivi leur route à 4h13. La famille a été vue pour la dernière fois le 25 juin à 6h30 au café Maison Aragon, où les parents ont commandé un café et le garçon a mangé des biscuits au lait. Le personnel de l'établissement n'a rien remarqué d'anormal dans leur comportement et le garçon, selon le barman Felipio Alhambra, portait un pantalon rouge, ce qui lui a semblé étrange, car il s'agissait d'une combinaison inhabituelle à cette époque de l'année. À 6 heures ce matin-là, le camion s'est approché de Somosierra, un col de montagne au nord de Madrid. À un moment donné, la vitesse de la route a brusquement augmenté pour atteindre 140 km à l'heure, malgré les limites imposées sur ce tronçon, 90 km à l'heure. Le temps était clair et sec et la route n'était pas mouillée, ce qui rendait inhabituel un comportement aussi étrange de la voiture. Selon la reconstitution des événements, le conducteur a commencé à dépasser un camion circulant sur la même voie, a fait une embardée en arrière, ce qui lui a fait heurter le rétroviseur latéral d'un autre camion, puis la Volvo a percuté un troisième camion à une vitesse phénoménale. À la suite de la collision, la Volvo s'est retournée et de l'acide sulfurique a commencé à s'écouler de la citerne, inondant la cabine et la zone environnante. Un dangereux nuage toxique s'est alors formé. Les sauveteurs sont arrivés et ont agi rapidement, car si l'acide s'était déversé dans la rivière Durton, située à proximité, cela aurait provoqué une catastrophe écologique. Les sauveteurs ont utilisé 15 000 kg de chaux pour neutraliser l'acide. 10 heures après l'accident, ils ont découvert les corps d'Andrés et de Carmen dans l'épave du camion.
Les résultats de l'autopsie ont révélé que tous deux étaient morts dans la collision. Cependant, les sauveteurs ignoraient initialement qu'il devait y avoir un autre passager dans le véhicule, un garçon nommé Juan Pedro. Cette information a été révélée lorsque la police a contacté les parents des personnes décédées. Lorsque les parents ont appris la nouvelle, ils se sont exclamés avec amertume « S'il vous plaît, dites-moi que mon petit-fils va bien ». Plus tard, une fouille de la voiture a permis de retrouver une cassette contenant des chansons pour enfants et des affaires d'enfants, mais le corps du petit garçon n'a jamais été retrouvé. Des recherches intensives ont été lancées, impliquant plus de 10 000 personnes, policiers, militaires, étudiants et bénévoles. La région de Somosierra a été fouillée dans un rayon de 30 km par des hélicoptères et des chiens spécialement entraînés, mais sans aucune trace ni indice. C'est comme si le garçon avait disparu de la surface de la Terre. Les parents ont dépensé 2 millions de pesetas pour fouiller tout le pays et afficher 85 000 avis de recherche, notamment sur les façades des écoles, des services municipaux et des bureaux de poste. Bien qu'ils aient engagé un détective privé réputé, Jorge Colomar, spécialisé dans la recherche de personnes disparues, ils n'ont obtenu aucun résultat. Plus tard, les proches ont commencé à recevoir des appels téléphoniques de personnes inconnues exigeant l'arrêt des recherches. Il est toutefois possible qu'il ne s'agisse que de plaisanteries malveillantes. Le camion a été transporté à la municipalité de Colmenar Viejo, où un examen plus approfondi a été effectué. Lors de l'examen de la cabine, un morceau de la chaussure du garçon disparu a été trouvé. Bien qu'il n'ait pas été possible de déterminer exactement de quoi il s'agissait probablement d'un lacet ou d'une semelle. Dans le même temps, des éléments étranges ont été trouvés dans les données du tachygraphe. Au cours des 37 dernières minutes avant l'accident, le camion s'est arrêté 12 fois et les temps d'arrêt variaient de 1 à 22 secondes, ce qui, selon les experts, n'a pas de sens. Le camion aurait pu avoir une défaillance mécanique, ce qui est également l'une des théories avancées. Cependant, si le chauffeur du camion avait eu connaissance d'un problème, il aurait pris soin de freiner et de s'arrêter pour vérifier, plutôt que de continuer à dévaler la pente. D'autant plus qu'Andrés Navarro avait récemment fait l'objet d'un entretien complet, pour un montant de 700 000 pesetas, qui incluait une vérification du système de freinage. Les enquêteurs ont également confirmé que les freins du camion étaient en bon état de fonctionnement. Le dernier arrêt du camion a été le plus long, 22 secondes. La logique de ces arrêts reste un mystère, ce qui donne l'impression que quelque chose d'anormal s'est produit une demi-heure avant l'accident mortel. Théoriquement, 20 secondes auraient pu suffire à Juan Pedro pour quitter le camion, volontairement ou de force. Quelques jours plus tard, alors que les enquêteurs continuaient à démêler les détails de la tragédie, 2 bergers locaux, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont déclaré avoir vu une camionnette Nissan Vanette blanche qui s'est arrêtée à côté du camion juste après l'accident. Le conducteur du véhicule était un homme moustachu à l'accent étranger, à côté duquel se trouvait une grande femme blonde aux traits nordiques. Selon une version, la femme s'est présentée comme infirmière pour pouvoir monter dans le camion. Selon une autre version, les 2 hommes dans la camionnette blanche étaient habillés en ambulancier. Selon les bergers, la femme s'est approchée de la cabine du camion, a pris une sorte de paquet et a quitté les lieux. Cependant, les témoins ne se souvenaient pas des plaques d'immatriculation de la camionnette, ce qui a rendu l'enquête beaucoup plus difficile. De plus, certains ont mis en doute la véracité de leurs témoignages, étant donné l'épaisse fumée qui enveloppait le site de l'accident, rendant difficile l'approche du camion. Néanmoins, il est possible que ces hommes aient eu un rôle à jouer dans l'accident. En fin de compte, il n'a jamais été déterminé si les témoins se trouvaient effectivement sur les lieux de l'accident et leur témoignage est resté contesté.
Un an plus tard, en mai 1987, le propriétaire de l'auto-école a déclaré aux autorités qu'il avait rencontré une femme aveugle âgée et un guide qui semblait avoir 10 ou 11 ans et qui correspondait à la description de Juan Pedro. L'homme était certain qu'il s'agissait bien de Juan, mais lorsque l'information est parvenue à la police, la femme et le garçon avaient déjà disparu. La police s'est également intéressée au témoignage d'une villageoise qui vivait près d'Albuquerque. Elle affirmait avoir rencontré par hasard un garçon d'une dizaine d'années qui se cachait à la périphérie de la ville. Selon elle, elle avait été en contact avec lui pendant 3 jours et lui avait apporté de la nourriture. Le garçon avait l'air affamé et sale. Cependant, après enquête, il s'est avéré que son histoire était inventée de toutes pièces et n'avait rien à voir avec la réalité. Un an après le début de l'enquête, l'affaire a été confiée à un nouveau juge. Maria Riera a été remplacée par Maria Dolores Ruiz Ramos, qui a ordonné une nouvelle inspection de la citerne. Le journal El País, habituellement considéré comme une source fiable, publie l'information selon laquelle des traces d'héroïne ont été trouvées dans le camion, mais pas dans la cabine. Le journal El País, habituellement considéré comme une source fiable, publie l'information selon laquelle des traces d'héroïne ont été trouvées dans le camion, mais pas dans la cabine, mais dans le camion-citerne lui-même. 2 des 3 compartiments étaient remplis d'acide sulfurique au moment de l'accident, et dans le compartiment vide, un colis de drogue a été trouvé enveloppé dans une couverture, recouvert d'une bâche blanche et protégé par une feuille de plastique. Les activités d'Andrés Martínez ont fait l'objet d'une enquête, mais aucun lien n'a pu être établi avec le trafic de stupéfiants ou des organisations criminelles. En 1992, dans l'émission Quién sabe dónde, le présentateur Paco Lobaton a rapporté que plusieurs chiffons avaient effectivement été trouvés dans le camion, dont le test de dépistage de l'héroïne s'est révélé positif dans un premier temps. Cependant, après une analyse plus poussée à l'Institut national de toxicologie de Madrid, considérée comme plus fiable, cette information n'a pas été confirmée. Depuis la tragédie, d'innombrables versions circulent sur l'endroit où le petit Juan Pedro aurait pu disparaître, ainsi que sur les raisons possibles de sa disparition. Examinons plusieurs versions de ce qui s'est passé et essayons de déterminer celles qui sont improbables et celles qui ont le droit d'exister. La première hypothèse qui vient à l'esprit est que le garçon a été dissous dans de l'acide sulfurique transporté par son père dans un camion-citerne. Cette théorie a été étudiée par la police, qui a supposé que le corps de Juan Pedro s'était peut-être décomposé dans l'acide, car aucun corps n'a été retrouvé sur le lieu de l'accident. Cependant, des expériences menées ultérieurement ont permis de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Un gros morceau de viande avec des os a été placé dans de l'acide sulfurique. Le tissu musculaire a disparu en quelques minutes. En revanche, les os sont restés et n'ont commencé à se détériorer que 5 jours plus tard. Lorsque les corps ont été récupérés, moins d'1 journée s'était écoulée. En outre, la scène a été rapidement recouverte de chaux pour neutraliser l'acide. Un expert a déclaré au journal El Caso que le corps de l'enfant avait pu être partiellement détruit et recouvert d'une couche de terre après le renversement du camion. Selon lui, les chiens n'ont pas pu détecter les restes en raison de la forte contamination de la zone. Cependant, en présence de la garde civile, une pelleteuse a enlevé toute la couche de terre à la recherche de restes organiques, mais n'a rien trouvé. Des échantillons de sol ont été prélevés sur le site de l'accident pour une vérification plus approfondie. Ils ont été examinés à l'aide d'un analyseur spectrographique qui détecte la présence de minéraux caractéristiques des restes humains. Cependant, seules des particules du camion ont été retrouvées dans les échantillons, mais pas de traces de présence humaine. Malheureusement, cette analyse n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer avec précision la dissolution du garçon, les échantillons ayant été prélevés 1 an après la tragédie. Lucas Hernandez, professeur de chimie analytique à l'Université autonome de Madrid,
a déclaré que si l'étude avait été réalisée immédiatement après l'accident, les résultats auraient pu être différents et la version acide aurait pu être confirmée ou infirmée avec certitude. Cependant, la plupart des experts chimistes s'accordent à dire que même 10 heures pendant lesquelles les conséquences de l'accident ont été éliminées n'auraient pas suffi à dissoudre complètement le corps humain sans laisser de traces. En outre, les corps des parents de Juan Pedro ont été exposés à l'acide, ont subi des brûlures, mais ne se sont pas complètement dissous. Il y a également des spéculations sur le fait que Juan Pedro n'est pas mort. Dans l'accident lui-même, le mystère de la camionnette blanche n'a jamais été résolu. Malgré tous les efforts déployés, le lien entre la voiture et le crime n'a pas pu être confirmé. Cette théorie ne reste qu'une hypothèse sans preuve évidente. Par ailleurs, dans les années 1990, le lieutenant-colonel de la garde civile Francisco Quintero, chef adjoint du service de lutte contre la drogue, a été condamné. Il a été condamné à 8 ans de prison, à une amende de 100 millions de pesetas et à une suspension de service de 6 ans. Il est le 11e membre de l'unité antidrogue à être arrêté pour de telles infractions. Certains journalistes d'investigation ont affirmé que Francisco Quintero était impliqué dans la réanalyse de la prétendue héroïne, retrouvée des années plus tard dans le camion-citerne. Les auteurs de l'émission voulaient lui poser des questions, mais il était déjà en détention. 12 ans plus tard, la Guardia Civile, en collaboration avec l'Université de Grenade, a lancé le projet Phoenix pour collecter des échantillons génétiques auprès des proches des personnes disparues. En 2008, la grand-mère de Juan Pedro a réussi son test ADN. En 2015, les proches du garçon ont été choqués lorsque la police a annoncé que les restes retrouvés dans une maison abandonnée à Guadalajara correspondaient au profil génétique de sa grand-mère. Cependant, de nouvelles analyses ont révélé qu'il s'agissait d'une fausse piste. Les proches ont tenté de faire exhumer les corps d'Andrés et de Carmen afin d'obtenir des échantillons d'ADN plus précis, mais le tribunal a rejeté leur demande à plusieurs reprises. On ne sait toujours pas où Juan Pedro Martínez Gómez a disparu le jour de la mort de ses parents. Cette tragédie s'est produite il y a 37 ans. Et si le garçon était encore en vie, il aurait aujourd'hui 47 ans. La question principale reste sans réponse. Que lui est-il arrivé? L'oncle du garçon en est certain. Après 3 décennies, le seul espoir de résoudre cette affaire est la confession d'un homme qui ose dire la vérité avant de mourir.